À Toulouse, c'est l'événement de l'année. Plus de 3000 personnes attendent l'inauguration de ce magasin, devenu le nouveau roi de la mode pas chère. C'est le jour J. À quelques minutes de l'ouverture, Ça ouvre dans... ces jeunes trépignent d'impatience. Dans moins de 10 minutes. Dans 8 minutes. Ouais, ça va être la folie à l'intérieur. Le même rush partout où cette marque irlandaise débarque. Primark, c'est 360 magasins dans le monde, seulement 14 en France, mais déjà l'une des enseignes préférées des Français. Comme Justine, 21 ans, accompagnée de sa mère. Contente d'accéder enfin au magasin après l'attente. Inauguration en grande pompe pour l'une des plus grandes machines à vendre de France. 4 étages, 7500 mètres carrés, 300 salariés et 87 caisses. La Primark Mania s'empare des chopeuses. Au bout de seulement 2 minutes, la mère de Justine jette son dévolu sur ses pulls. Il est à 12. C'est parti. C'est justement ça le point fort de la marque. Des prix imbattables, comme ces jeans à 13 € ou ces t-shirts à 2,50 €. Ici, un article coûte en moyenne 3 fois moins cher que chez Zara ou H&M. Pour arriver à vendre si peu cher, leur technique, produire des tonnes de vêtements tendance à un rythme effréné. Les prochains articles que vous recevrez, ce sera quand du coup? Là, on aura une livraison et puis après, ce sera tous les jours, pratiquement tous les jours. Et demain, on verra pas les mêmes vêtements qu'aujourd'hui? Ah non, il ne faut pas hésiter, quand vous voyez un modèle, il faut le prendre tout de suite. En renouvelant leur collection en un temps ultra court, les marques nous incitent à acheter toujours plus de nouveautés. C'est ce qu'on appelle la fast fashion, la mode rapide. Les caisses, c'est par ici, mesdames et messieurs. Une stratégie commerciale redoutable. Primark, c'est 8,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais en face du roi de la fast fashion, des voix s'élèvent pour dénoncer les conséquences de cette surproduction folle. La fast fashion est le principal acteur aujourd'hui du gaspillage du textile. Et ça aussi, c'est quelque chose, peut-être les consommateurs ont parfois du mal à entendre, mais c'est appelé aussi à consommer moins. C'est voilà, on va nous dire, oui, j'ai besoin d'acheter là parce que c'est moins cher, mais est-ce qu'on n'a pas aussi besoin d'acheter moins de vêtements? Leur but, nous obliger à revoir notre mode de consommation à cause de ces tonnes d'habits produits dans des conditions désastreuses qui contaminent la planète. L'industrie textile pollue aujourd'hui plus que les trafics aériens et maritimes mondiaux réunis. Et pourtant, on n'a jamais autant aimé nos habits et on en consomme toujours plus. 100 milliards de vêtements sont vendus chaque année dans le monde. C'est 2 fois plus qu'il y a 15 ans. La photomarque qui produisent toujours plus vite. Mais derrière cette course infernale, vous êtes loin d'imaginer l'énorme gaspillage que cela génère. Côté consommateur, tous ces habits que nous achetons, combien dorment dans nos placards, voire finissent à la poubelle? Côté fabricant, n'aurait-on pas sacrifié la qualité pour nous vendre des vêtements bons à jeter? Pire encore, que font les marques de leurs invendus? Détruiraient-elles des vêtements neufs? C'est peut-être le plus grand tabou de l'industrie de la mode. Enquête au cœur d'un gaspillage insoupçonné, celui de nos habits préférés. Pour commencer, avez-vous seulement idée de la quantité de vêtements que vous portez réellement? C'est la question que se pose depuis quelque temps Elsa, 23 ans. À quelques heures d'une soirée entre amis, elle est en plein dilemme face à sa garde-robe. J'ai plusieurs tenues. Voilà, la robe là par exemple. Celle-ci, je sais pas quoi mettre. Et en général, c'est ce qui m'arrive tous les matins. À première vue, sa penderie ne croule pas sous le poids des vêtements. Mais vous allez voir qu'au fin fond de ses étagères, des tas d'habits n'ont presque jamais été portés par Elsa. Je dois avoir une vingtaine de hauts, manches courtes, une quinzaine manches longues, pas mal de pantalons aussi, des jupes que voilà, finalement je porte pas spécialement. Il y a encore quelques semaines, quand elle habitait encore chez ses parents, cette vendeuse dépensait jusqu'à 500 € par mois rien qu'en vêtements. Mais voilà, avec un loyer à payer, elle doit revoir son budget. Et surtout faire de la place dans son placard. Sauf que seule,
elle ne s'en sent pas capable. Hello. Bonjour Elsa. Alors elle a fait appel à une spécialiste. Prête pour le grand désencombrement? Ouais. Émilie est coach minimaliste. Son rôle, faire la chasse au gaspillage dans nos garde-robes. Ce type de prestation coûte 190 €. Hop, j'ai pas mal Déjà, de... il n'y en a pas partout. Non, ça va. En général, J'ai voilà, vu. ils sont surtout concentrés ici. Ouais. La technique infaillible de cette coach, c'est de demander de se prendre en photo chaque matin pendant 10 jours minimum pour voir quels vêtements on choisit. Alors, montre-moi ces photos. Et voilà. Sur ces 11 jours, j'ai porté ce jean-là 4 voire 5 fois. Ce haut-là, je l'ai porté 2 fois aussi. La jeune femme réalise qu'elle choisit toujours les mêmes vêtements. Ce même haut 2 fois par semaine. Et pour ce jean, c'est carrément tous les 2 jours. Car surprise, nous ne portons en fait qu'un tiers de nos vêtements. C'est le premier grand gaspillage. Alors, étape suivante du coaching, Émilie lui fait déballer tous ses vêtements sans exception. Bon alors Elsa, ça fait quoi de voir toute sa garde-robe comme ça étalée sur le lit? Bah, ça me fait bizarre, je pensais pas que j'en avais autant. Je savais que j'en avais beaucoup, mais comme ça, c'est... c'est trop. Alors ce que je te propose pour démarrer pour une prise de conscience totale, c'est de compter le nombre de pièces que tu as. 64, 65 et 66. Au total, Elsa possède 112 vêtements. Et vous allez voir que la plupart d'entre eux lui sont inutiles. Si on calcule qu'on n'en porte qu'un tiers, il faudrait qu'il te reste une quarantaine de pièces. Ça, c'est le débardeur que j'ai acheté en même temps que le t-shirt blanc. Ouais. Et je n'aime pas la coupe. Eh ben, ciao. Résultat des courses, sur ces 112 vêtements, 46 n'ont jamais été portés par Elsa pendant plus d'une année. C'est près de la moitié de sa garde-robe qui croupissait au fond de son placard. Oui, donc là, on visualise bien tous les vêtements que tu portais plus du tout. Et on va les peser pour se rendre compte. Mais en gros, on a 11 kilos de vêtements qu'on ne porte pas et qu'on jette à la poubelle. 11 kilos de vêtements, c'est comme si on gâchait l'équivalent de 73 t-shirts. Pour Elsa, verdict sur la balance. 15,5 kg de vêtements dont tu te débarrasses. Plus que la moyenne. Oui, mais il y a une veste en cuir dedans. Le risque maintenant, c'est qu'Elsa fasse comme la plupart des gens. Car tenez-vous bien, 85% des habits dont on se débarrasse finissent à la poubelle, alors qu'ils sont encore portables. C'est le deuxième grand gaspillage. Oui, aujourd'hui, on a plein d'alternatives à la poubelle, fort heureusement. Donc, il y a des associations, il y a des ressourceries, il y a des sites internet, des applications qui nous permettent soit de donner, soit de vendre. Tout ça pour éviter que les 15 kilos de vêtements qu'Elsa ne veut plus porter finissent à la déchetterie. Et pareil pour les vêtements dont nous, on ne veut plus. Bilan du coaching, Elsa a vidé son placard. Elle aura gagné 300 € en revendant plusieurs de ses vêtements. Et tout le reste, elle l'a donné à des entreprises de recyclage. Mais aujourd'hui, celles-ci sont confrontées à un nouveau problème. Et vous allez vite comprendre que c'est là un troisième grand gaspillage. Exemple avec le Relais, le plus grand collecteur de vêtements. Dans ce gigantesque atelier, on trie 50 000 vêtements par jour. Emmanuel Pilois est le numéro 2 de cette entreprise solidaire qui fait travailler 400 salariés. Ce qui l'intéresse, ce sont surtout ses bacs. À l'intérieur, on y trouve des habits en très bon état qu'il va pouvoir revendre dans ses boutiques. C'est sa première source de revenus. C'est des vêtements en bon état, donc la crème qui en effet va permettre d'alimenter les magasins. Donc voilà, ce pull il est parfait. On a des fois des étiquettes, donc des gens qui ont acheté mais n'ont pas porté. Donc ça, c'est les pépites qu'on récupère. Ça représente en effet 5 vêtements sur 100, presque la moitié de notre chiffre d'affaires. Et puis il y a des vêtements en effet qui sont même à perte, c'est-à-dire qu'ils coûtent de l'argent. Car ça paraît fou, mais recycler peut coûter plus cher que ça ne rapporte. C'est le cas quand les habits sont de trop mauvaise qualité. Et c'est bien le souci d'Emmanuel depuis un moment.
on est passé à peu près de 70% de vêtements qui étaient réutilisés comme vêtements, qui étaient reportés à 60%, parce qu'en effet, les vêtements, globalement, ont baissé de qualité en une dizaine d'années. Et ces habits ont souvent la même provenance, les marques de fast fashion. En diminuant leurs coûts, c'est surtout la qualité qu'elles ont bradée. Un vêtement qui a lâché, donc, voilà, une couture un petit peu rapide, des vêtements qui ne durent pas. Au lieu d'avoir un vêtement qui va durer 2-3 saisons, il va durer qu'une seule saison. Donc les gens les achètent et nous les redonnent potentiellement beaucoup plus rapidement. Le problème, c'est que tout le reste des habits qui arrivent sur ces tapis finit plutôt comme ça. 45 tonnes sont broyées dans ces machines tous les jours. À côté, cette montagne de vêtements s'apprête à subir le même sort. Face à ce gâchis monstrueux, l'entreprise a quand même réussi à trouver une deuxième source de revenus. La matière qu'on a vue là-bas, elle est arrivée dans cette grande cuve là. Et puis toute cette masse de textile décomposée jusqu'à une fibre bien homogène. Et puis voilà le produit fini qui arrive. Toute cette masse de vêtements, elle est transformée dans cet effiloché. Nos vêtements sont alors réduits en simple isolant pour nos voitures ou nos maisons. Sauf que pour arriver à ce bloc, il faut plus de 500 jeans qu'ils auraient pu revendre en moyenne 5 000 € dans leur boutique s'ils avaient été de bonne qualité. Aujourd'hui, ce bloc, une fois traité, ne rapporterait au mieux que la moitié, une bien faible valorisation et dont la proportion ne fait qu'augmenter. On a 10% à peu près de textiles qui sont ici à l'effilochage en plus par rapport à il y a une dizaine d'années. En début de chaîne, on a plus de vêtements qui en effet arrivent fatigués, usés. Produire de plus en plus d'habits bas de gamme qui à peine portés sont presque bons pour la poubelle, c'est donc ça le cycle infernal de la fast fashion. Mais alors sommes-nous condamnés à acheter toujours plus de vêtements jetables ? Aujourd'hui, certaines marques disent stop à ce gaspillage absurde. Dans ces ateliers parisiens, Julia et ses collègues planchent sur un nouveau vêtement qu'ils vont bientôt lancer sur le marché. Première chose, on va regarder la capuche. Tu peux mettre la capuche. Et là, effectivement, il y a un petit effet moine. Un nouveau sweatshirt qu'il peaufine jusqu'au dernier détail. Ce qu'on n'avait pas pensé, c'est que le cordon, il peut rentrer comme ça. En passant à la machine et en faisant un essorage, en tout cas des rotations assez fortes, en fait, le cordon rentre là-dedans. Ça paraît être un détail, mais ça n'en est pas un, mais parce qu'un sweat qui n'a plus de cordon, c'est un sweat qu'on n'a plus envie de porter. Il y a 2 ans, Julia a créé sa propre ligne de vêtements avec une promesse qu'il dure le plus longtemps possible. Qualité des tissus, des coutures, des finitions, tout y passe. Car d'après elle, l'obsolescence, ou l'art de fabriquer avec une durée de vie limitée, frapperait aussi l'industrie de la mode. Nous, on a commencé ce projet parce qu'on en avait marre d'acheter des vêtements qui boulochent, qui rétrécissent ou qui se déchirent au bout de 3 lavages. Et en fait, on s'en est rendu compte en tant que consommateur quand on achetait les vêtements, et on s'en est rendu compte aussi en tant que marque, c'est-à-dire quand on va voir les usines et qu'on travaille avec elles en leur demandant comment faire le t-shirt ou le pull qui dure le plus longtemps possible, 90% des usines qu'on va voir ne savent pas comment faire, un vêtement qui dure. Parce que les marques ne demandent plus ça. Les marques ne demandent plus « Ah, faites-moi un vêtement qui dure », elles disent « Faites-moi de la nouveauté, faites-le moi rapidement et faites-le moi pas cher ». Alors, tant que Julia n'a pas réglé ce problème de capuche, elle ne commercialisera pas son sweatshirt. Et pour être sûre qu'elle propose le vêtement le plus durable sur le marché, elle va encore plus loin. Julia a rendez-vous dans ce laboratoire de la région parisienne, spécialisé dans le contrôle qualité de nos vêtements. Bonjour Julia, vous allez bien? Enchanté. Son objectif, s'assurer que ces vêtements sont vraiment plus résistants que ceux vendus aujourd'hui dans nos magasins. Présentez-nous vos courses. Alors là, j'ai pris des vêtements de la fast fashion. Je vous ai rapporté l'équivalent en fait dans ma marque. Et voici les vêtements cobayes que nous avons à peu près tous dans nos garde-robes. Un t-shirt blanc basique, à gauche, celui de la créatrice à 20 €, à droite, celui d'une marque de fast fashion à 2,50 €. Et on retrouve le sweatshirt à capuche, celui de Julia qu'elle compte vendre 90 € et un standard à 11 €. Nous allons voir si cette différence de prix joue réellement sur la qualité de nos vêtements. Premier test, vérifier si le sweat à capuche de Julia forme des bouloches. Rien de pire sur nos habits préférés. Le principe de cet essai, il est tout bête. On va prendre l'éprouvettes du bas, l'éprouvettes du haut, et la machine va exercer ce frottement
C'est comme si on le portait quoi 100 fois, 200 fois? C'est moins d'une journée. En fait, ce qu'on regarde là, c'est combien de bouloches apparaissent au bout d'une journée. Voilà, une journée. Grosso modo, c'est une journée. Et voilà dans quel état seraient ces 2 sweatshirts au bout d'une journée, si vous les portiez pour la première fois. On voit clairement que l'éprouvette de droite de fast fashion est bien marquée. On distingue bien les bouloches par rapport à l'éprouvette de gauche de votre marque. C'est incomparable. Celui-là, on va pouvoir le garder 10 ans, 15 ans, j'en sais rien. Mais celui-là, au bout d'une semaine, c'est bon, il est bon pour essuyer la voiture. Regardez, le vêtement de fast fashion ne tient même pas la journée sans qu'il forme ces énormes bouloches. Et c'est loin d'être un cas isolé. Il est très rare de trouver des très bons résultats comme l'éprouvette de la créatrice. On voit bien plus souvent des tricots qui ont des boulochages assez marqués du fait de ces produits à moindre coût. Question prix justement, le sweatshirt de la créatrice reste tout de même 8 fois plus cher que celui de fast fashion. Alors côté portefeuille, le choix est vite fait. Mais d'après Julia, c'est un mauvais investissement. Là on voit que le sweat il boulèche comme ça au bout d'une journée. Donc tu as payé 10, 11 euros. Donc sweat pour une journée, ça te revient à 11 euros la journée, ce qui est extrêmement cher. Moi mon sweat effectivement il est plus cher, il coûte 90 euros. Mais il va tenir 10 ans. Ce qui est pas cher, c'est d'acheter quelque chose qui va durer dans le temps. L'autre cauchemar avec nos fringues, c'est lorsqu'elles rétrécissent. Et ce phénomène, c'est dans nos machines à laver que ça se passe. Alors pour que Julia sache si son vêtement tient plus dans le temps que le t-shirt standard, ils sont mesurés avant leur passage en machine. Celui de fast fashion mesure 49,1 cm et celui de Julia, 47,5. Allez, direction la machine à laver. On va faire 3 cycles de lavage à 30 degrés, suivis de séchage comme vous le feriez à la maison. D'accord. Et ça y est, ça part. Au bout de 3 lavages, les 2 t-shirts sont à nouveau mesurés pour vérifier s'ils ont rétréci. Je mesure la hauteur côté du t-shirt de la créatrice. La hauteur côté représente 47,5 cm. Et c'était combien avant lavage? Il faisait 47,5, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé du tout. Le t-shirt de Julia garde exactement la même dimension qu'avant lavage. Reste le t-shirt de fast fashion, où là, le résultat est à peine croyable. Alors Clément, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, le t-shirt après lavage a perdu 4 cm dans sa hauteur. 4 cm en moins, c'est en fait une taille de perdu. Au final, la marque de fast fashion a créé un vêtement qui ne peut être porté que 3 fois. Un prix à payer pour le consommateur, mais pas seulement. Il y a un impact environnemental qui est encore plus élevé. Produire de la mauvaise qualité, c'est en fait arroser la planète de vêtements dont on n'aura pas l'usage. T-shirt en coton classique, ça consomme l'équivalent de 70 douches. C'est pour ça que quand on produit, il faut produire bien. Sinon, on est en train de gâcher 70 douches à chaque fois qu'on rachète un vêtement. Un constat assez accablant. En même temps, on le voit, des vêtements moins polluants et plus durables, ça existe mais c'est plus cher. Alors est-il quand même possible de concevoir des habits anti-gaspi sans payer forcément plus? Vous vous souvenez forcément de cette pub et de cet air qu'on a tous en tête. Ces fameux collants qui rendent les jambes belles, sexy, zéro défaut. À la maison, c'est le produit incontournable dans les armoires des femmes. Sauf qu'en réalité, ça donne plutôt ça. Une bague qui accroche la maille, un talon qui frôle le tissu, ou à peine enfilé, et déjà, le collant craque. C'est la bête noire de toutes les Françaises. En moyenne, une cliente achète plus de 10 paires de collants par saison et dépense plus d'une centaine d'euros par an. Tout cela pour finir à la poubelle. Pourtant, dans nos magasins, tous nous promettent le collant infilable. Maille renforcée, voile résistant, 0 maille filée, et il y en a pour tous les prix, de 2,50 € à 9,49 €. 130 millions de paires de collants sont vendus chaque année en France, un marché très lucratif que se partagent quelques grands groupes. Et depuis peu, un nouveau joueur entre dans la cour des grands. Bonjour madame. Bonjour. Vous cherchez des collants? Je regarde, on vrai dire. Camille travaille pour une marque spécialisée dans la chaussette qui se lance depuis peu dans la fabrication d'un collant censé durer beaucoup plus longtemps que ses concurrents. Si
Si vous connaissez nos chaussettes, en fait, on a essayé de garder le même objectif, c'est-à-dire de proposer des produits 100% français, quelque chose de vraiment durable. Et pour convaincre cette cliente d'acheter ses collants, Camille sort son meilleur argument. 3 € en moyenne plus cher que les autres marques, mais pour une plus grande résistance. Par exemple, le semi-opaque, donc 32 deniers, c'est ce qu'on trouve sur toutes les marques. Et là, on est à 10,99. Ils ne sont pas beaucoup plus chers. Oui, c'est ça. Je vois. Non, mais il n'y a pas de maille qui bouge en fait. Parce que souvent, il y a des petites mailles qui sautent dans la. Qui ouais. filent. En général, c'est quoi le problème avec les collants? C'est la résistance, quoi. Parce que souvent, ils craquent rapidement. C'est pour ça que souvent, je vais vers les très opaques parce qu'ils sont plus solides. Donc, du coup, on les file moins. Pour 21 €, la cliente repart avec ses 2 collants opaques. Comme elle, si nous en achetons beaucoup plus aujourd'hui, c'est parce qu'on sait qu'ils ont moins de chances de craquer que les collants fins. Pourtant, le voile est à la mode. Il est même de retour en force sur les podiums. Alors sommes-nous réduites à filer nos collants fins? Dans la petite ville de Vanier, dans les Vosges, c'est justement le défi que se lance Vincent Marie, le patron de la marque, à gauche, et son directeur de production. Créer un collant fin et durable pour moins de 10 €. Les derniers métiers que l'on a reçus, ça y est, ils sont installés. On est sorti des petits soucis de démarrage, la production est stabilisée. Cela fait des mois qu'ils font des essais avec ces machines neuves qui ont coûté plus d'1,5 million d'euros. Vous allez comprendre quels sont leurs secrets pour relever le challenge du collant fin infilable. Et pourquoi ceux proposés dans nos magasins craquent aussi rapidement. La base pour un collant, le choix des fils. Pour nous, il était important de choisir dans ces tubes fins les constructions, les fils qui soient tout de même les plus résistants. À l'œil nu, on voit que ce fil-là, il est élastique. Vous voyez, si il revient, il tire-bouchonne. Mais cette résistance a un prix. 35 € le kilo de fil, contre 10 € en moyenne pour les autres marques. Autre étape clé, le tricotage. Plus le collant est fin, plus il faut d'aiguilles. Un nombre sur lequel rogne la concurrence. Dans le cas de notre article là qui est très fin, ce nombre d'aiguilles, ces 400 aiguilles, permettent d'avoir une densité de maille importante. On sait que certains travaillent à 300, 340 aiguilles sur des produits de grosse consommation et pour diminuer leur prix. Et voilà. Donc là, on a une jambe. Dernière étape, l'assemblage. Et c'est là qu'on voit toute la différence. En 25-30 secondes, vous passez de 2 jambes à un collant fini qui sort. Cette machine à 200 000 €, c'est leur pièce maîtresse. Car vous allez voir qu'elle incruste directement au collant des innovations sur les zones les plus sollicitées par les femmes. Verdict en sortie de machine. On voit très bien là qu'avec le gousset, les points de tension sont répartis sur les deux côtés par rapport à une structure sans gousset. Et là, c'est vraiment très bien les pointes renforcées qui est quand même le point le plus sensible avec les ongles, etc., qui permet quand même d'assurer une bonne longévité pour une bonne durée de vie du collant. Non, c'est très bien. Ces petits détails ont en fait toute leur importance. En créant un gousset hyper résistant, plus de risque de craquer le collant à l'enfilage. Avec une ceinture plus large et élastique, fini ces marques rouges disgracieuses à la taille. Et avec des pointes renforcées et des coutures plates, pas de gêne au niveau des pieds, ni d'orteils, qui jouent les rebelles. Ces marques encore marginales qui repensent le vêtement sont la preuve que la fast fashion a définitivement dégradé leur qualité. Un secret bien gardé des marques, mais il y aurait beaucoup plus grave. De récents scandales ont secoué la planète mode. Certaines enseignes comme H&M sont accusées d'avoir incinéré plus de 60 tonnes d'habits neufs, jamais portés. La marque américaine Abercrombie dit préférer brûler ses vêtements plutôt que d'en faire don. Et les enseignes de luxe aussi ne sont pas en reste. Burberry avoue avoir brûlé plus de 30 millions d'euros d'invendus. En France, un scandale éclate aussi. Vous avez peut-être déjà acheté un vêtement de cette marque. Il y a plusieurs mois à Rouen, une 50aine d'habits neufs sont retrouvés dans la poubelle qu'utilise le magasin. Certains sont lacérés au cutter. Un passant, indigné par le gâchis, décide d'afficher sur la devanture tous les vêtements jetés et de poster cette photo sur les réseaux sociaux. Ce cliché va faire le tour de la toile et provoquer un véritable tollé. Aujourd'hui, l'enseigne accepte de revenir sur ces faits. Aline Pillet, porte-parole de la marque,
à vous cette destruction de vêtements. C'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a quelques années, et encore jusqu'à l'année dernière, on a été amené de façon très ponctuelle et sur très peu de produits à les détruire. Est-ce qu'on peut chiffrer justement ce nombre de vêtements qui ont été détruits? C'est à peu près 70 vêtements par an et par magasin, ce qui fait à peu près 59 000 pièces. 59 000 vêtements amenés à être détruits chaque année par l'enseigne. Depuis le scandale, la marque a pris la décision d'arrêter cette pratique. Mais la porte-parole se justifie en nous montrant avec le directeur du magasin quels sont les vêtements qu'il détruisait jusqu'à présent. Là, j'ai des t-shirts. Donc, trou, bras droit. Ah oui, effectivement. Je pense qu'il y a un client qui a dû essayer peut-être et ça a tout arraché. Exactement, ouais. La plupart sont des habits déchirés ou tachés par les clients du magasin. Ah oui, t'as aussi un peu de pantalon. Un simple défaut et c'était balancé à la poubelle, comme ce jean. Sur ce jean-là, j'ai un trou jambe gauche. Ah oui, c'était accroché. Concrètement, ce jean, oui. C'est à la mode les trous? Alors c'est tout à fait à la mode. La seule chose, c'est que nous, ce jean-là, le même, on le propose. Vous voyez cette jambe de façon, entre guillemets, nickel, sans trou. Et le client n'accepterait pas de payer ce jean avec ce trou-là. Aujourd'hui, pour nous, on a complètement, ça c'est très très clair, on arrête la destruction des vêtements. Donc on prend le temps de pouvoir chercher des solutions alternatives. Le problème, c'est que très peu d'associations peuvent prendre ces habits à cause de leur mauvais état. Pas d'autre choix que de recycler le vêtement. Mais fait étonnant, cela peut coûter cher à la marque, comme on le voit sur cette récente facture. Là, on est sur un cas d'une chemise en petite quantité, la même chemise, donc qui est très facile à traiter puisqu'en fait, c'est la même matière et autres. Et donc déjà, avec simplement ce lot de chemise-là, on doit déjà payer en transport 1 729 €, ce qui est déjà un prix important. Et il faut savoir que pour des cas de vêtements, tout type de vêtements mélangés, donc des cartons de produits mixtes, le coût est largement plus élevé. Effectivement, si on regarde que le facteur prix, ça peut être beaucoup plus rentable de détruire que de recycler. Alors pas sûr que toutes les marques fassent l'effort et y mettent le prix. Au cours de notre enquête, nous apprenons qu'une grande enseigne de fast fashion, présente un peu partout en France, jetterait d'énormes quantités de vêtements jugés invendables, mais aussi, et c'est le plus choquant, des habits qui cette fois n'ont pas le moindre défaut. Ces révélations, c'est cet homme qui nous les fait. Il tient à préserver son identité. Pendant plus d'1 an, il occupait le poste de manager dans un magasin au très grand volume de vêtements. Dans ces magasins-là, on a reçu jusqu'à 3-4 camions, des livraisons par jour de vêtements pour les rayons hommes, femmes, enfants. Beaucoup de vêtements et beaucoup de gaspillage parce qu'on en jette 20, 25, facilement 30 kilos de vêtements par jour. Quand c'est les périodes des soldes, la rentrée des classes et tout, c'est facile 50 kilos. Minimum 30 kilos de vêtements jetés chaque jour, rien que dans un magasin. Souvenez-vous, si on reprend notre petit exemple avec les t-shirts, un Français gâche 11 kilos de vêtements chaque année, soit l'équivalent de 73 t-shirts. Mais dans le cas de ce magasin, avec 30 kilos d'habits jetés par jour, le gaspillage est équivalent à 73 000 t-shirts par an. Et le pire, c'est que ces habits neufs et intacts sont bazardés parce qu'ils ne seraient plus jugés à la mode. Ils jettent pour faire de la place, surtout pour les nouvelles créations en fait, parce qu'ils font de nouvelles créations tout le temps. Donc ça fait que ces vêtements-là pour eux, sont plus tendance. Donc il faut les jeter, il faut s'en débarrasser rapidement. Il y a des jours où le magasin peut faire facilement 1 million € de chiffre d'affaires par jour. Donc ils s'en foutent un peu. C'est le résultat de la guerre des prix que se livrent les enseignes. Dans ce rythme effréné où les collections s'accélèrent, priorité aux nouveaux vêtements qu'on est sûr de vendre. Et pour les autres, c'est direction la poubelle. Un phénomène qui risque de s'aggraver si rien n'est fait. Le nombre de vêtements vendus dans le monde devrait augmenter de 60% d'ici 2030.